Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Parlons Peau, Parlons Bien. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Calvin Suarez Njal. Calvin, c'est un homme politique belge d'origine togolaise et camerounaise. Il est affilié au parti Écolo et il nous fait l'honneur d'être aujourd'hui avec nous. Bonsoir Calvin. Bonsoir Anita. Bienvenue. Merci. Voilà, donc j'ai fait une courte présentation en disant que tu étais un homme politique belge d'origine togolaise et camerounaise, mais en fait, tu es né au Togo, tu es arrivé ici en Belgique en 2004, oui. Tout à fait, pour continuer. Donc tu as continué ton cursus universitaire, si je ne me trompe c'est pas. Tu es très engagé, donc tu es un acteur très engagé de la société civile pour les droits humains, les droits des femmes, mais aussi tout ce qui est militantisme antiracisme et bien sûr donc la cause écologique. Tu as été impliqué dans différents collectifs comme le MRAX, comme aussi le collectif Mémoire coloniale. Mais tu as fait toute une série d'autres choses. Tu as aussi une carrière de journaliste. Donc voilà, on va un peu essayer de plonger dans ces différents aspects de ta vie pour essayer d'en savoir plus sur toi, tout simplement, ce soir. Donc, Calvin, tu es arrivé en 2004. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton arrivée ici en Belgique et comment ça s'est passé pour toi au niveau de tes études quand tu es arrivé? Alors moi, je suis arrivé en 2004. Je venais du Togo et je venais rejoindre ma mère, en fait, qui habitait en Belgique depuis 1991. Elle a une histoire particulière parce qu'après le décès de mon père, j'avais 6 ans, elle est partie en Belgique pour des raisons socio-économiques. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts au Togo. Et puis, elle est partie et moi, je l'ai rejoint, on va dire, presque 14 ans après. Ma mère a une histoire particulière parce qu'elle a été sans papier pendant 10 ans. Et puis, quand je suis venu, j'étais déjà en 2e année de droit. J'ai dû recommencer à zéro. Voilà, je suis arrivé dans une société qui était complètement différente. Tout à fait. Je ne dirais pas que j'ai eu un choc culturel. Si, il y a eu des éléments de choc culturel quand même. J'imagine un peu. Hein. Oui, si je dois prendre quelques exemples. On veut bien. En fait, lorsque vous avez vécu dans les grandes villes. Alors, à l'époque, les grandes villes étaient encore, disons, assez collectivistes. C'est encore un peu le cas dans les villes africaines, dans les grandes villes, surtout dans les quartiers populaires. Mais dans les quartiers riches, on finit par vivre comme en Europe. Ah oui, c'est ça. Donc, Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis arrivé, je pense que j'ai fait au moins 3, 4, 5 mois, je voyais aucun des voisins de chez mes parents, donc ma mère et mon père. Et j'allais à l'université, je revenais et je leur demandais, mais c'est bizarre. On voit pas les voisins, quoi. Non. Ouais, on rencontre personne. Alors qu'au bled, si tu ne vois pas le voisin pendant toute la journée ou le deuxième jour, tu vas toquer chez lui. Ouais, c'est ça, tu vas te dire qu'en fait, il y a un problème. Quand même. Oui, voisin, est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais là, c'était tout à fait normal. Oui, de pas connaître tes voisins. De pas connaître tes voisins, de passer dans la rue, de croiser ceux qui habitent à côté, de ne pas se dire bonjour. Ouais, tout à fait. C'était quelque chose d'assez particulier. Et puis évidemment, la manière de vivre qui va ici à 100 à l'heure, où on ne voit pas le temps passer. Oui. Alors qu'au bled, en tout cas, moi qui ai vécu dans les villages et dans les petites villes, dans les grandes villes un peu moins, on voit le temps passer. On prend le temps. On fait les choses en les estimant à leur vraie valeur. En fait. Et donc, ça, ce sont des petits chocs culturels que j'ai eus en arrivant ici. Et du coup, tu me dis que tu as dû recommencer tes études, donc de droit. Et ensuite, comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu as fait tes études et tu t'es lancé en tant que dans la vie politique ou... Non, j'ai fait des études de droit puis de sciences politiques. En relations internationales. Et puis j'ai cherché du travail. On avait créé une association qui s'appelle Go to Togo avec des amis à Saint-Louis. Je comptais t'en parler. Et à l'ULB, on en reparlera. Mais j'ai été, durant toute l'année 2009-2010, assez pris par ce projet. Et puis ensuite, j'ai cherché du travail. Et étant investi, commençant à m'investir dans l'associatif afro-descendant, notamment, on a fait les états généraux de la jeunesse africaine.
à Bruxelles. Tu peux en dire plus là-dessus? Oui, alors, à l'époque, il y avait un jeune qui faisait du théâtre Oui. et qui s'appelait Olivier Kayomo et qui était parti du constat qu'il y avait des problèmes qui touchaient la jeunesse africaine et qu'il fallait des états généraux Ok. pour parler des problèmes culturels, des problèmes d'identité, mais aussi de l'histoire, de la connaissance de l'histoire, des origines par les jeunes. Ok. Et il avait fait une sorte de colloque, ou en tout cas d'états généraux, de rencontres. Des états généraux, donc c'est vraiment un lieu de rencontre Oui, où les gens peuvent échanger, c'est quoi. ça, échanger avec Ok. des commissions différentes, etc. Ok, c'est un terme un peu politique. Oui, Donc je suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que c'est. c'est vraiment un lieu, on va dire, un lieu de rencontre Ok. où on se pose pour réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas dans Ok. la jeunesse africaine à Bruxelles. Hyper intéressant. Et ça, Voilà. c'était du coup en 2009. 2010. En 2010. 2010. Ok. Là, je vais dire qu'il y a des aînés qui ont commencé à me repérer. Parce que jusque-là, j'étais investi uniquement dans l'associatif estudiantin. Ouais. Donc, j'avais été au CAU, qui est la direction des étudiants de Saint-Louis. J'avais été élu avec d'autres. Et puis ensuite, les afro-descendants qui dirigeaient une association une association africaine, le Cercle Kilimandjaro, qui existe encore jusqu'aujourd'hui, oui, tout à fait. sont venus me chercher en me disant, on voit que tu fais du bon boulot avec les autres, notre cercle est en train de mourir, il faut que tu viennes t'en occuper un peu. C'est comme ça que je suis devenu président, élu du Cercle Kilimandjaro. Et puis, en fait, progressivement, disons que j'ai commencé, je n'étais pas du tout à l'époque investi dans l'associatif afrodescendant, hors l'université. Ok. J'avais déjà, à partir de 2006, commencé, parallèlement à mes études, une carrière de journaliste sportif. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais correspondant pour une radio togolaise ici, correspondant sportif. Parce que tu as une certaine passion pour le foot. Pour le football, c'est ça. Oui. Mon rêve, c'était de devenir footballeur quand j'étais petit. Ça donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé à en parler, j'imagine. Effectivement, quand j'étais petit, j'adorais le foot. D'ailleurs, quand j'étais né, j'avais les jambes arquées comme ça. Ouais. Et tout le quartier disait à ma mère, oh, lui, il va finir... En plus, son père est camerounais, donc il va finir footballeur. Oui, c'est ça. C'était ta destinée, quoi. Oui. Et puis, petit à petit, ce rêve s'est envolé. Et puis, j'ai rencontré des amis à l'université au Togo qui, eux, déjà s'intéressaient au journalisme. Et j'ai rencontré des journalistes qui m'ont dit, mais tu es bon à l'écriture. Ouais. Et puis, quand je suis venu ici, après, j'ai oublié cet épisode. Et puis, quand je suis venu ici, ce qui s'est passé, c'est qu'une radio cherchait un correspondant. Et un de mes amis avec qui j'étais à l'UNIF s'est rappelé de moi parce que lui était directeur des programmes de la radio. Ah oui, ok, c'est comme ça. Et il a dit à ses supérieurs, en fait, j'ai un ami, il est très bon, il n'a pas de formation de journaliste, mais il est très bon en sport, il bouffe du sport matin, midi et soir, et il a une très bonne plume. C'était en radio, en fait. Et quand on est à radio, il faut avoir une bonne plume. Ouais. Parce qu'il faut écrire son texte avant de le dire. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis repéré, qu'on me forme sur le tas. Notamment lorsque j'allais en vacances, il y avait des stages de recyclage que je faisais. Et c'est comme ça que je deviens correspondant de cette radio qui s'appelle Sport FM. Donc, tu veux dire quand tu allais en vacances au Togo, du coup? Oui. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je suis devenu correspondant pour cette radio Sport FM ici pendant 6-7 ans. Et progressivement, c'est lors de ces états généraux que des aînés de la communauté ici m'ont repéré. Et ils se sont dit, ce garçon, il est intéressant. Et ils m'invitaient à leurs réunions, à des activités. Et toi, tu étais déjà intéressé du coup par ces problématiques-là et de t'exprimer sur ces problématiques-là? Mais en réalité, l'engagement de manière générale, c'est quelque chose qui me passionne, quel que soit le thème. Mais je ne m'intéressais pas à la diaspora ici. Ok, ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la politique africaine. Oui. Et en fait, à l'époque, mon idée, c'était de finir mes études et de me barrer. Ok. C'était comme beaucoup, hein. Bien sûr. C'était de finir mes études, et de me barrer et aller ça. m'engager dans mon pays d'origine. À l'époque, voilà.
Et il y a une histoire particulière avec le Cameroun parce que mon père était réfugié politique au Togo, exilé politique au Togo. Ok. Mais ce n'était pas de la politique comme on le voit, c'était des gens qui avaient pris les armes contre les Français à la suite de l'indépendance, n'acceptant pas le régime qui était en place, qui avait été imposé par les Français. Ouais. Pour celles et ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun. Et donc, moi, j'avais dans l'idée de retourner Au Togo. Ouais. Et il y a eu donc ce petit, quand même, c'est un grand moment d'inflexion. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est en réalité que j'ai commencé à me passionner pour l'histoire des diasporas ici parce que je déteste les injustices. Et donc, à l'université, moi-même, j'ai été victime de racisme. Ok. De condescendance, voilà. Et ça m'avait fortement énervé et fortement touché. Et donc, lorsque ces aînés ont commencé à me parler de cela, à m'inviter, au début, j'y allais pas et puis ensuite, j'ai commencé à y aller. Et ce qui a l'élément déclencheur de mon investissement, de mon engagement ici dans les diasporas, ça a été une invitation à la radio, à Radio Campus, à l'ULB. Même pas pour parler des problèmes qui sont liés aux diasporas ici, ou en tout cas aux personnes d'origine africaine. C'était pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Ok, donc de sport. De sport. Voilà. Comme j'étais correspondant, ils voulaient que je vienne commenter. Tu avais quand même une expérience là-dedans. Et voilà. donc pour ceux qui se souviennent, c'était en 2010, à Cannes, en Angola, où le bus des éperviers du Togo, l'équipe nationale, avait été mitraillé par des rebelles. Ouais. Et ça avait fait l'actualité. Donc, Radio Campus cherchait un journaliste. Pour couvrir ce sujet-là, quoi. Voilà. Et donc, on est arrivé en studio et ils avaient cherché un journaliste angolais, d'origine angolaise, pour échanger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont trouvé bon. Du coup, en partant, l'aîné qui s'appelle, un des aînés qui s'appelle Moïse Essom m'a dit est-ce que ça ne te tente pas de venir faire des chroniques chez nous de temps en temps? Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et il m'avait proposé des chroniques sur le sport. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Okay. Parce que moi, je ne savais pas que ces gens étaient tellement engagés. Ouais. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à monter dans la hiérarchie à la radio. Et puis ensuite, ça a été d'autres engagements. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Ouais. Parce que, au sortir des États généraux, au MRAX, il y avait des associations africaines qui étaient investies sur les questions de négrophobie. Et à un moment donné, ils ont cherché un jeune, en tout cas la direction du MRAX, pour chercher un jeune afro-descendant qui pouvait travailler sur des dossiers comme la décolonisation. À l'époque, personne n'en parlait. Ouais. Maintenant, c'est un peu devenu... C'est devenu sexy. Ouais, on en parle partout, mais ça n'a pas toujours été. Mais ça n'a pas toujours été. À l'époque, c'était... dans les années 2010 et tout, non, c'était un mot... les gens ne comprenaient inconnu, pas. Et quoi. puis, on avait encore des associations de colons qui insultaient, qui menaçaient, etc. À l'époque. Et donc, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé au MRAX, en fait. Mais avant qu'on rentre plus dans cette période de ta vie, j'aimerais bien juste revenir sur quelque chose qui a retenu mon attention. C'est que tu as dit au départ, j'étais pas intéressée par la diaspora. Et en fait, pourquoi ça retient mon attention? C'est parce que je suis moi-même, donc je suis née ici, je suis vraiment le cliché de l'enfant qui va pas parler sa langue, machin, etc. Et donc, en fait, je voulais savoir comment ton contact, en fait, s'était fait quand toi, t'es arrivé avec, on va dire, les afro-descendants belges. Alors, c'est drôle parce que, en fait, ce premier contact a été douloureux. Moi, je suis quelqu'un d'engagé, j'ai pas froid aux yeux. Oui. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, je m'engage. Je ne me demande pas, mais comment est-ce qu'on va m'accueillir, etc. Ouais, t'y vas quoi, en fait. J'y vais franco. Et ce qui a fait que partout, je suis passé, même dans les équipes de foot quand j'étais petit, on me donnait toujours le rôle de capitaine. Mais pas parce que j'étais pas le meilleur. J'étais loin d'être le meilleur, c'est-à-dire en termes de talent pur. Mais j'étais quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller au front en termes d'organisation, en termes de prise de responsabilité, organiser l'équipe, gérer telle ou telle chose. C'est quelque chose que j'aimais faire. Ouais. Du coup,
le rôle de capitaine me revenait très souvent. Quand je suis arrivé, c'est la même chose. Quand je suis arrivé, en réalité, à l'UNIF, je me suis rendu compte que les Noirs, les Afro-descendants ne s'engageaient pas beaucoup dans les affaires de l'université. Ouais. Il y avait les cercles étudiants, et puis ça s'arrêtait là. Et moi, dès la première année, j'ai fait partie de l'équipe qui allait aux élections, d'une des équipes, il y avait 3 équipes à l'époque, pour diriger les étudiants, la direction des étudiants de Saint-Louis, le CAU. Et je me rappelle que les Afro-descendants étaient venus me voir pour me dire, mais toi, tu es culotté, tu viens d'arriver, tu as encore ton accent à couper au couteau et tu... Et t'oses, quoi. Et t'oses Ouais. aller chez les Blancs pour essayer d'être dans la direction des étudiants. Et pourquoi je dis que ça a été douloureux? Parce que il y avait le concept du blédard. Mmh. Mais Donc, d'ailleurs, moi, c'est parce que tu as dit bled plusieurs fois. Et tu vois, moi, c'est un mot que, de toute façon, je me permettrais pas d'utiliser parce que je pense que je peux pas le faire, parce que je crois que ce serait perçu comme du mépris, mais que toi, tu peux, ouais. je pense. Et du coup, c'est intéressant que tu reviennes sur le terme du blédard. Moi, j'ai fait du mot blédard un retournement de stigmate, Mmh. comme le mot nègre. Voilà, Le nègre vous emmerde. c'est ça, tu te l'es réapproprié. Voilà. Mmh. Et il y avait une série de reproches qu'on faisait au blédard. Le blédard parle fort, Mmh. trop fort. Le blédard, il est pas très intelligent. Le blédard, oui, à l'époque, c'était ça. Le blédard, il ne fait que parler politique tout le temps. Le blédard, il sait pas s'habiller. Bref, il y avait toute une série de choses Ouais. qui faisaient que... Et ça, c'était les Afro-descendants qui te collaient cette étiquette, quoi. Donc même pas, là, on ne parle même pas des Blancs, quoi. Ok. Non, c'était des Afro-descendants. En fait, c'est des gens qui essayaient de te dire que t'étais pas à ta place quand quand tu disais, moi, je vais y aller. Oui, Ils essayaient exactement. de te décourager ou de te Exactement. rabaisser. Et donc, même jusqu'aujourd'hui, quand j'assume le mot blédard, tu as des gens qui sont mal à l'aise. Mm. Chez les Afro-descendants qui sont mal à l'aise. Moi, je leur dis non. Il faut en faire un motif de fierté. En fait, un jour, j'ai écrit un texte sur un de mes anciens blogs. Mhm. Je suis fier d'être blédard et je vous emmerde. C'était, j'avais fini mes études, j'habitais à Torbeek, et je me souviens que j'étais rentré dans un bus où il y avait des jeunes femmes noires qui se moquaient d'un gars qui arrivait du bled. Et ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a tellement énervé que j'avais écrit ce texte. Mhm. Et il est encore sur mon site. Et en réalité, ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a beaucoup forgé. Et les premiers contacts n'ont pas été du tout bons. Et moi, j'avais une vision assez négative De la diaspora, de la des diaspora. Afro-descendants, ouais. Parce que, en fait, pour moi, c'était des gens, je vais pas généraliser, en tout cas ceux que je connaissais, c'était des gens qui avaient un complexe de supériorité par Oui. rapport aux gens qui venaient d'arriver. Alors, moi, je pense, pour avoir bien fait le tour de la question en tant que principal concerné, pour moi, c'est un complexe de supériorité doublé d'un complexe d'infériorité. Parce que toute ta vie, tu es en contact avec des gens qui te font comprendre que t'es inférieur. Mhm. Et en fait, tu vois quelqu'un qui arrive, tu te dis, ouais, mais lui ou elle est pire que moi. Quoi. Mhm. Tu vois, C'est ça. c'est la comment on dit, perpétuation Oui. de la discrimination que tu as vécue. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est normal. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ce retour C'est ça. de ta part. Et donc, en réalité, mon regard a commencé à changer lorsque j'ai pris des responsabilités au Kilimandjaro. Ok. Donc, il y a le cercle étudiant à Saint-Louis. Hein. Oui. Donc, cercle d'étudiants afrodescendants. Afrodescendants. Tout à fait. Saint-Louis. Ok. Là, il y a un sentiment d'appartenance à cette communauté qui a commencé à naître. Ok. Ce que je n'avais pas jusque-là. Et ça, c'était vers quelle année? 2007. Ok. C'était ma 3e année Ok. à Saint-Louis. C'était 2007, oui. 2006-2007. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu as commencé à créer des relations qui sont... Mais en fait, j'ai l'impression, dans ton récit, après, dis-moi si je me trompe pas, c'est aussi... Tu es une personne engagée, donc tu vas respecter d'autres personnes qui vont être engagées, Oui. et vous allez connecter autour de l'engagement Oui. aussi.
Donc, je pense qu'à partir du moment où tu as pu mettre en mouvement cet engagement, ben, en fait, tu as En fait, c'est de fil en aiguille. Ouais. Mais ce qui m'a amené à la diaspora, c'est aussi les affaires du pays. Mmh. C'est-à-dire que les gens que je rencontrais, avec qui je m'engageais, c'était des gens qui s'intéressaient non seulement ici, mais aussi à là-bas. Bien sûr. Donc, Évidemment. du coup, quelque part, je me suis dit, bon, je ne trahis pas ce que je voulais faire au départ. Ouais. Tu restes fidèle à ton objectif. Voilà, sauf que au fur et à mesure qu'on s'implique, on s'attache à des gens, Bien sûr. on s'attache à des causes et on finit par s'établir ici. Et puis on commence à réfléchir à mais comment je vais faire, etc. Ok. Et puis petit à petit, on s'installe et le projet de départ, il évolue. il évolue. Il change. Voilà, on va dire ça comme ça. Il évolue. Ouais. Et on s'attache à cette communauté, on s'attache aux enjeux et aux défis de cette communauté. Mmh. C'est comme ça que progressivement, je me suis installé ici. OK. Et juste pour revenir peut-être sur l'ASBL Go to Go to Togo. Togo, oui. Donc, c'est une ASBL qui s'occupe donc du droit des jeunes filles, si je me trompe C'est pas. ça, au Togo, oui. Et tu l'as créée avec d'autres personnes. Oui, ce sont des amis. Est-ce que Sont- c'est des gens que tu as rencontrés ici? Oui, à l'université. OK, donc voilà. Alors, on avait un groupe de potes. Ouais. C'est un groupe de potes qui vient de la direction des étudiants. Donc, notre équipe qui avait gagné les élections, on était Ouais. une vingtaine. Et c'était une équipe très multiculturelle. OK, donc On avait des gens d'origine congolaise, d'origine togolaise, d'origine algérienne, d'origine américaine, belge, il y française, avait vraiment de tout, quoi. de tout. Ouais, OK. Libanaise, de tout. Et c'est dans ce groupe-là, donc il y a eu un sous-groupe de personnes avec qui tu as lancé ton asso. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, dans ce groupe, on a eu des gens qui ont commencé à se voir en dehors de Saint-Louis. Ouais. Et puis, dans ce sous-groupe qui se voit en dehors de Saint-Louis, on a un sous-groupe Ouais. qui a choisi d'aller à l'ULB et pas à l'UCL, Ah ouais, après Saint-Louis. c'est ça, ouais. Et donc, on va dire que il y a eu des atomes crochus qui sont nés là. Et à l'ULB, à Saint-Louis, déjà, je leur parlais beaucoup de l'Afrique, du Togo. Mmh. Et à l'ULB, ils ont dit, bon, tu nous casses la tête avec On le va faire Togo. quelque chose, en fait. Faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Et au départ, l'idée, c'était juste d'aller en vacances. Et puis, de discussion en discussion, l'idée est venue, on ne peut pas aller comme des touristes. Juste en vacances. Ouais, c'était pas possible. Il y a eu le concept de vacances utiles, on va faire un projet ponctuel, et puis juste le temps des vacances. Et puis, progressivement, on m'a demandé de chercher un projet, une cause. Ouais. Et au fur et à mesure que je donnais les informations, l'envie est venue dans le groupe de créer quelque chose de pérenne. OK. C'est comme ça qu'on a choisi une cause, la cause des jeunes filles de 10 à 16 ans, qui sont ce qu'on appelle au Togo les jeunes filles en conflit avec la loi. Ouais. Donc, qui sont parfois passées par la justice, le tribunal pour enfants, la prison pour enfants. Mais parce qu'elles ont subi des choses dans leur vie. Certaines subissent des choses. D'autres, Elles fuguent. elles fuguent. Ouais, c'est ça. Certaines, des réseaux de prostitution, Ouais. voilà, en gros, quoi. Et En ce tout cas, qu'on c'est fait, un public vulnérabilisé, quoi qu'il un arrive. public très vulnérable. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher. Donc, nous avons un partenaire sur place OK. qui avait créé un centre de réinsertion. Ce centre de réinsertion, nous le finançons. OK. Et on va chercher les enfants dans les lieux où elles sont en difficulté. Et elles viennent vivre. C'est comme une maison, hein. C'est Ouais, une c'est ça, grande une maison grande maison pour les accueillir. avec des chambres, plusieurs chambres. Ouais. On les accueille. Elles vivent là. Elles sont nourries, logées. Elles sont réinsérées à l'école OK. ou en apprentissage. Et puis, au bout de 3 ans, on voit ce qui reste de famille. Ah ouais. Et on essaie une réinsertion dans les familles. Voilà. Et ça dure depuis 2009. OK. On a signé un contrat à durée illimitée avec ce partenaire. Donc vous avez Un partenariat, oui. Ouais. Et c'est depuis 2009 que ça dure, quoi. OK. C'est très bien. C'est un beau projet. Très beau projet, oui. Donc c'est bien. Félicitations Et à vous merci. de porter ce projet. Aujourd'hui, il y en a qui sont, c'est-à-dire que moi j'ai connu, elles avaient 10 ans. Aujourd'hui, elles ont fini leurs études, quoi. Ouais. Et elles travaillent. Mmh. Donc, c'est une fierté.
Ouais, mais c'est très important. Oui. Et dans les gens qui avaient commencé avec toi ce projet, ils sont toujours là ou ça a évolué Ils sont toujours là, sauf que le projet a un peu évolué de notre côté, Mmh. parce qu'on était, je vais dire, on était plus jeunes, Bien sûr. étudiants, il y avait l'insouciance, on avait beaucoup de temps. Bah oui, c'est très différent. J'imagine qu'en 10 Aujourd'hui, ans, donc on faisait énormément d'événements. ouais, Événements de récolte de fonds, événements caritatifs, et des événements de mobilisation autour du ouais, projet. Mais bon, avec le temps, des gens ont quitté la Belgique. Certains ont quitté la Belgique pour aller travailler. D'autres c'est-à-dire ont créé des familles, ont ouais. fondé des familles, Ils sont moins donc sont disponibles. indisponibles, leur boulot, etc. Donc, le projet existe toujours. On fait encore des petits projets, mais c'est principalement nous-mêmes, notre implication financière et surtout des donateurs. Ouais. Donc c'est bien soutenir financièrement le partenaire Oui, pour que lui puisse continuer à mettre en effectivement. œuvre Oui, tout à fait. au pays. Oui. OK, bah, ça m'inspire beaucoup, ce projet et je voulais un peu, plutôt maintenant faire un saut en avant. Oui. Tu es député, écolo, Mmh. et tu es ex-président, du parlement, francophone bruxellois, Bruxelles. donc j'ai bien fait mes devoirs et en fait, je suis assez curieuse d'avoir juste, si tu es OK avec ça, ton positionnement par rapport, donc à la récente condamnation, de l'État belge, donc crime, contre l'humanité pour, les 5 petites filles métisses enlevées, à leur famille, donc congolaise. Je voulais savoir, Mmh. qu'est-ce que cet événement évoque, chez toi? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Ben, évidemment, c'est naturel, comme coordinateur du collectif Mémoire coloniale, mais aussi comme député, la législature. Bon, aujourd'hui, je m'occupe de logement et d'environnement, mais Ouais, j'ai beaucoup travaillé sur cette question avec Black Lives Matter en 2020. ouais, Pour moi, ça devait arriver. OK. Un jour, ça devait arriver. Donc tu es pas spécialement surpris? Non, 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 pas Voilà. du tout. Je savais que ça devait arriver parce que lorsque nous avons mis en place la stratégie de mise à l'agenda politique et médiatique de la décolonisation, c'était en Ouais, 2010, ce sont les aînés qui m'ont fixé cette feuille de route lorsqu'on a créé Mémoire coloniale. Moi, j'étais sur le terrain et je sentais que ça, il y avait un truc sur lequel on avait mis un couvercle depuis des dizaines et des dizaines ouais, d'années. Et qu'un jour, ça allait exploser. Alors, ça explose par à coup, en fait. ouais. On a des épisodes. Et le problème, c'est que ben, notre pays, la Belgique, n'a pas fait ce que nous appelions de nos voeux, c'est-à-dire régler le problème de manière structurelle, Mmh. le problème colonial. Parce que le problème colonial est subdivisé en différents chapitres. Ouais, Parce que, en fait, ce problème colonial, on peut le schématiser à partir des trois pouvoirs qui ont fondé le colonialisme belge, c'est-à-dire l'État, oui, y compris la royauté, ensuite l'Église et les entreprises, c'est-à-dire le pouvoir, Dieu ou l'instrumentalisation de Dieu ouais. et l'argent. L'église, quoi et Voilà. l'argent. Ouais, Et en fait, quand on parle de ces mamans, ce sont des grands-mères, c'est le deuxième pilier, c'est l'Église, en fait. L'Église associée à l'État qui a enlevé ses enfants, parce qu'elles étaient des enfants, qui les a enlevés à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'État belge avait une politique qui était non officielle, mais qui était pratiquée sur le terrain, d'apartheid. mmh. Donc, pas de mélange des races, entre Ouais, c'est guillemets. ça. Donc, on interdisait formellement les relations sexuelles entre les blancs et les Blanc, noirs. ouais, c'est ça. Et donc, ces enfants qu'on appelait les enfants du péché, il fallait les cacher Mmh. à la face de la société pour que d'autres ne soient pas inspirés et fassent Ouais, la même c'est ça, chose. qu'ils se disent pas: «On peut en fait, c'est possible» et en plus, ils vont vivre heureux, quoi. Voilà. En plus. Mais en plus, il y a quelque chose de politique derrière. Mmh. Les États coloniaux se sont toujours méfiés des métis. Toujours. En Haïti, en fait, l'État belge et l'État français se sont inspirés d'Haïti OK.
surtout l'État belge, déjà à l'époque, était plus dur. Parce que chaque puissance coloniale avait son système de domination. Ouais. Et qui n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Parce que si on prend les Portugais, par exemple, eux, ils ont fait exactement le contraire des Belges. oui, eux, ils étaient pour Le mélange pour à mieux fond, dominer. quoi. On va mélanger tout le monde, comme ça après, personne ne sait qui il est et c'est bon. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors que l'État belge a fait le contraire. Et donc, ouais. Ce qui s'est passé en réalité en Haïti, c'est que les Français n'ont jamais oublié qu'à un moment donné, les métis qu'ils voulaient de leur côté se sont retournés contre eux. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est resté C'est resté comme un risque. C'est pour ça que Ouais. Simon Kimbangu à partir de cette prédiction, a été arrêté. Il a dit un jour, le blanc sera noir et le noir sera blanc. Cette Ouais. phrase qui a préfiguré le métissage. Et donc, ces relations n'ont jamais été acceptées par le pouvoir colonial. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'État belge s'est dit, si on laisse prospérer cela, c'est une caste une classe sociale qui va s'installer et un jour qui va se retourner contre le pouvoir colonial. Okay. Et donc, c'est aussi pour ça que cette politique a été mise en œuvre. Moi, je savais qu'un jour, l'État belge sera condamné parce que c'est une jurisprudence. C'est la même chose avec l'État belge. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu le scandale Lumumba, l'assassinat. J'allais t'en parler, mais on reviendra là-dessus après. Il y a eu ce scandale. Pourquoi ce scandale a eu lieu? Parce que l'État belge a menti. L'État belge a menti sur le fait que, à l'époque, en complicité avec ce que moi je considère comme ayant trahi la cause de Lumumba, c'est-à-dire Mobutu et Moïse Tshombe, ils ont menti que Lumumba avait été massacré par des villageois. Et ils avaient dit c'est une affaire entre nègres. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, ça a été la version officielle pendant des années, jusqu'au livre de Ludo de Witt, en 1999, qui révèle le rôle de l'État belge dans l'assassinat du Premier ministre. Alors, après ça, nous avons dit, quand nous avons commencé à parler de décolonisation, traitons tous les dossiers en même temps. En une fois, c'est-à-dire qu'on sorte les cadavres des placards, qu'on les règle et puis on passe à autre chose. Mais à chaque fois, il y a des résistances. Oui, forcément. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, tant qu'il y aura des résistances, chaque fois, il y a un cadavre qui va sortir du placard. Et chaque fois, ça va faire polémique. Ouais. Et donc, après le Lumumba, on a eu le scandale des métis qui a abouti aujourd'hui à cette condamnation. Et puis, ensuite, il y a eu Black Lives Matter, etc. À chaque fois, on a des épisodes comme ça. Et ici, on ne parle pas encore, par exemple, de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Daga Hammarskjöld, dont l'avion a été abattu. Simon Kimbangu, ce problème n'a pas été réglé. L'ancien premier ministre burundais, comment il s'appelle? Son nom va me revenir. Ça ne va pas t'aider. Rwagasore, le prince Rwagasore, n'a pas été élucidé non plus. Donc, il y a encore plein de choses qui vont arriver, en fait. Et en fait, c'est intéressant que tu aies mentionné aussi Patrice Lumumba et donc son assassinat, parce que à l'instant, donc au même moment où il y avait cette condamnation de la Belgique, il y a un film qui vient de sortir. Soundtrack to a coup d'État. Voilà. Ouais. Donc je voulais savoir, tu l'as vu? Ah oui, exceptionnel. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est fou parce qu'au début, je somnolais un peu au ciné. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, waouh, mais quel film. Ouais. Et en fait, c'est dingue parce que moi qui pensais connaître tout de Lumumba, et t'as découvert des des choses. T'as des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Par exemple, le rôle d'André Blouin. Que je connaissais de manière livresque. Mais pas... Mais cette femme a une puissance extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Et une des plumes de Patrice Lumumba. Mais avec des missions politiques très, très puissantes. Et elle avait une présence. Elle avait
elle avait un génie politique, en fait. Ça m'a bluffé. Ouais, d'ailleurs, pour nos auditeurs et nos auditrices, il faut que vous voyez ce film, absolument. Donc, c'est une pépite. Il sera dans la description de l'épisode. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est aussi pour te demander, est-ce que tu n'as pas quand même l'impression qu'il se passe quelque chose avec la sortie de ce film? Donc oui, c'est des sujets avec les collectifs qui sont engagés comme celui dans lequel tu as été engagé ou tu es engagé, c'est des thématiques que vous bossez à fond. Mais maintenant, ça commence un peu à, je vais dire, exploser au visage de tout le monde, j'ai l'impression. Oui, ça a explosé depuis longtemps, en fait. Oui, mais il y a quand même des gens qui continuent à me dire, je te dis, j'ai vu ça, franchement, je savais pas. Et je suis là. Oui, parce qu'on a encore des parents qui eux-mêmes descendent de parents qui ont voulu culturellement effacer leurs origines. Là, je parlais pas de gens de la diaspora. Je parle vraiment de la société belge. Ah oui, alors là, c'est pire encore. Oui, c'est ça. C'est pire encore. Évidemment, non. Dans notre communauté, j'espère que tout le monde est au courant de ces faits. Non. Peut-être pas dans les détails comme le film peut te les montrer. Oui, vaguement. Mais là, quand même, Mais moi, en tout cas, je te dis, j'ai regardé le film. Déjà, c'est 2h30, c'est intense, il y a les liens avec les États-Unis et tout. Mais il y avait quand même encore des choses que j'apprenais, ça c'est certain. Mais l'histoire globale, normalement, tu dois quand même... je vais juger. Mais non, mais en fait, maintenant, ça s'est popularisé, Oui. on a des associations. Moi, je me souviens, quand j'ai débarqué, j'étais choqué. De la méconnaissance, tu veux dire Même chez les Afro-descendants. Ouais. Ah ben oui. À l'université, mais j'étais choqué. Surtout, mais parce qu'en fait, il y avait rien. Enfin, je veux dire... et je crois que tu t'as un peu touché ça du doigt. On est tous les deux ici biculturels, ou peut-être toi, peut-être 3 cultures, ou je sais pas comment tu te décrirais, mais en tout cas, on est... Moi, j'ai 3 cultures aujourd'hui, parce que j'ai la culture togolaise, où j'ai grandi, la culture camerounaise par mon père, mais elle est revenue en force. Il y a des moments de l'histoire comme ça où il y a des choses qui te rattrapent, hein. Voilà, moi, je me suis intéressé à l'histoire de mon père. Et puis, je ne m'étais pas intéressé à l'histoire de mon oncle, Calvin. C'est son nom que mon père m'a donné. Ok. Et puis, j'ai découvert que lui aussi, il était très engagé en politique, Calvin. Et un prénom, c'est ton prénom. Hein, oui. Quand on te le donne. Et donc, c'est fou, mais c'est en devenant président du Parlement que j'ai découvert que mon oncle... parce que mon père, lui, c'était connu. Il avait fui le pays une nuit dans un bateau. Il allait se faire arrêter, il avait 24 ans. Lui, c'était connu, il militait avec la rébellion à l'époque. Mon oncle, par contre, c'était un homme d'affaires qui, lui, était étudiant en France, était déjà engagé. Et la manière dont j'ai découvert l'histoire de c'est-à-dire, alors que mes cousins, qui sont beaucoup plus âgés que moi, sont venus enterrer papa à Lomé, il y a eu une longue... Donc, moi, j'ai perdu mon papa à 6 ans. Mes cousins sont venus l'enterrer. Et puis, il y a eu une séparation de presque 28 ans, 29 ans. Ok. Et en fait... Non, même... Oui, 28, 29 ans. Et en fait, j'ai découvert que mon oncle était engagé en politique lorsque je suis devenu président du Parlement. Genre beaucoup plus tard, quoi. Oui. Okay. Mon père, je savais. Mon père, je savais, et j'étais moi-même en train de retracer, de retracer son histoire. Ouais, c'est ça. Par contre, mon oncle, lorsque je deviens président du Parlement... Donc en 2023 2023. Alors mes cousins, donc j'avais... Une de mes cousines m'avait recontacté. Elle m'avait dit, oui, papa, donc mon oncle, son papa, elle me disait, je considérais ton papa plus comme mon papa que mon vrai père. Parce que quand elle était petite, mon père la portait sur ses épaules, il faisait le tour de la ville tout le temps. C'est ça. Donc elle était très proche de ton père. Voilà. Et mes collaboratrices disent, il te faut... En fait, assez étonnamment, quelqu'un a fait une page Wikipédia sur moi en néerlandais. Je sais pas qui. Je te confirme qu'elle est toujours disponible. Voilà. Et mes collaboratrices ont dit, mais il te faut une page Wikipédia en français. Ouais. Et elles m'ont dit, il faut que tu nous envoies des informations biographiques pour qu'on fasse des recherches et tout ça. Et puis un jour, je suis là et
une de mes collaboratrices vient me dire, mais ton oncle, il s'appelait Calvin? Je dis oui. Je dis, mais on a découvert un truc, tu viens voir. Donc, elles ont découvert une thèse de doctorat qui a été faite sur l'UPC, à l'époque, donc la section parisienne de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, en 1957. Ok. Et quand je vois cette thèse, je vois qu'un livre a été écrit sur cette base, et je découvre dans ce livre que mon oncle a été le premier président de l'UPC à Paris. Ok. Dans le mouvement révolutionnaire, indépendantiste, panafricain. J'étais un peu sous le choc, je dois dire. Tout s'explique. Ça vient de quelque part. Effectivement. Donc, on dit souvent que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Ouais, c'est ce qu'on dit, oui. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à découvrir... Et même le chemin pour découvrir ça est assez... À découvrir cela. Et en fait, c'est aussi en voulant découvrir l'histoire de mon père que je me suis intéressé à la condition des Noirs. Mmh. Parce que j'étais au pays, je m'intéressais aux questions d'esclavage, de colonisation, mais pas tant que ça. Mmh. Je m'intéressais beaucoup plus à l'histoire de l'Afrique Quand et à la politique africaine. C'est en venant ici que tu as plus pensé décolonisation, parce que le prisme est différent. Exactement, le prisme est différent. Et progressivement, j'ai rencontré des jeunes aussi. Mmh. Donc, je disais que moi, j'ai la culture togolaise, j'ai la culture camerounaise maintenant, parce que j'ai renoué avec ma famille paternelle. Ok. Je les vois beaucoup plus, que ce soit ici au Cameroun. J'ai beaucoup plus de liens avec les diasporas camerounaises ici. Ok. Parce que de fil en aiguille, tu découvres un cousin, tu découvres un ami de ta cousine, etc., etc. Et puis, la culture bruxelloise, belge, quoi. Parce que ça fait quand même 20 ans que je vis en Belgique. Bah ouais, c'est pareil. Et donc, j'ai une influence culturelle belge également. Donc, ça fait 3 cultures, oui. Et d'ailleurs, puisque maintenant on a un peu parlé, on n'a pas parlé de, évidemment, toutes les pièces du puzzle, mais on a au moins amené donc le côté homme politique, on a amené les 3 cultures et on a amené le côté homme noir. Donc moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on navigue le paysage politique quand on est un homme noir, avec tous les stigmates qui viennent avec. Parce que quand on pense homme noir, on peut penser à plein de choses, mais pas spécialement à homme politique. En fait, j'ai le virus de la politique, je pense, depuis que je suis tout petit. À 15 ans, je me souviens, j'habitais chez mon oncle. Mmh. Et le vendredi soir, c'était toujours soit un film d'action, soit un débat politique ou sociétal. À 15 ans. Oui. On n'avait pas les mêmes occupations. Mais en fait, on vivait chez cet oncle parce que cet oncle était, donc ils étaient 5 frères et sœurs. Donc du côté maternel. Maternel. Mmh. Tous ses frères et sœurs avaient envoyé au moins un enfant chez lui parce que il avait la réputation de redresser les enfants qui étaient un peu... un peu difficile. Voilà. Donc du coup, en fait, on était une mini-famille. Ouais. Donc, dans notre famille maternelle, on a ce qu'on appelle la génération 82. Okay. Parce que, de manière assez exceptionnelle, les 5 frères et sœurs ont fait tous des enfants la même année. Ah, mais c'est incroyable. Oui. Donc, on s'est retrouvés, on va dire, les 2/3 de la génération 82 chez cet oncle. Ah ouais, ok. Et donc, tous les autres, le vendredi... Avec tous tes cousins, quoi. Oui, et cousines. Quasiment. Ouais. On était 8 ou 9. Ah ouais, c'est bien, ça. Et donc, les vendredis soirs, tout le monde priait pour que ce soit un film d'action ou de karaté. Mais toi... En fait, il n'y avait pas la zapette, il n'y avait pas de programmation. Donc, on se fiait à ce que la télévision togolaise allait nous montrer. Et il n'y avait qu'une chaîne. Aujourd'hui, il y en a plein. Mais y compris au Togo. Oui, à peut-être époque, tu n'avais qu'une, la chaîne nationale. Ouais, c'est ça. Et sur une vieille télé en blanc et noir, etc. Et il arrivait que certains vendredis, c'était un débat politique. Du coup, tous les autres, ils poussaient des jurons, ils allaient se coucher ou ils allaient faire autre chose. Mais toi, et j'étais le seul qui restait devant la télé. Et parfois, je restais avec mon oncle qui revenait tard du boulot et puis on commentait ce qui se disait. Et donc, j'ai toujours eu ça. Et quand je suis arrivé ici, comme je t'ai dit, dans un premier temps, c'était la politique en Afrique. Et puis, avec le parcours que j'ai eu, bien sûr, j'ai longtemps hésité. Longtemps, très très longtemps. À te lancer, tu veux dire? À me lancer. Ouais. Et puis à un moment donné, je me suis dit,
quand je vois les problèmes qui sont posés par rapport à tout mon engagement, à ces jeunes qui souffrent, parce que j'ai été enseignant aussi. Oui. Éducateur. Éducateur, j'ai commencé comme éducateur, Ouais. puis j'ai été enseignant. Ouais. Et quand j'ai été prof, éducateur puis prof, j'ai vu la souffrance identitaire de beaucoup d'enfants. Ok. La difficulté, y compris ceux qui sont nés ici, à trouver leur place. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, il faut y aller. Ouais, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais c'est ça. Et il faut passer de l'associatif parce que derrière aussi, moi, j'avais formé des jeunes qui poussaient derrière. Au niveau associatif. Au niveau associatif. Et je voulais éviter quelque chose. Parce que moi, dans mon engagement, j'ai beaucoup critiqué les présidents africains qui restaient au pouvoir pendant très très longtemps. Or, j'ai remarqué que dans nos diasporas, on a des gens qui passent leur temps à critiquer les présidents, mais qui font exactement la même chose avec leurs associations. Qui passent jamais le flambeau. Jamais. Mais pire, qui ne préparent pas de relève. Et ça, c'est pire. C'est ça. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai très vite, et les aînés n'ont pas compris, ils étaient même au début en désaccord, ils disaient, mais tu es jeune, tu viens d'arriver, c'est quoi cette histoire de tu veux former vite pour partir? Alors que toi, c'était moi, c'est une obsession. C'est une obsession. Et tous ceux qui me connaissent, y compris les jeunes qui vont voir cette vidéo, vont témoigner. Mon obsession, c'est de former les jeunes. Aujourd'hui, je suis plus à la tête de Mémoire coloniale, mais j'ai relancé un ancien cercle créé par des étudiants camerounais en Belgique, fin des années 70, début 80, qui s'appelle le cercle Félix Moumié. Moumié, qu'on a transformé en cercle Félix et Marthe Moumié, qui sont des militants politiques assassinés. C'est un couple dont l'homme était président de l'UPC, justement, l'Union des populations du Cameroun, dans les années 50 et 60. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à la politique. Alors, comment est-ce qu'on navigue là-dedans? En fait, il faut savoir s'adapter. D'abord, il y a une chose. Il faut savoir où on met les pieds. Ouais. Parce que j'ai remarqué beaucoup de frères et de sœurs qui se sont fait des films avant d'entrer en politique. C'est-à-dire qu'il y avait de très hautes espérances. Sur le milieu politique ? En termes de changement. Ah. Parce que quand on entre en politique, c'est un système qui est complexe. C'est un terrain qui est complexe, et surtout en Belgique, où on a un éclatement des pouvoirs avec des différentes entités. C'est pas que on n'est pas ambitieux, il faut être ambitieux. Ouais. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Oui, savoir ce qui est possible. Parce que, en fait, c'est un milieu qui a ses codes et qui, au départ, on avait une population bien précise. C'est comme quand, avant que les ouvriers ne créent le Parti socialiste, le Parti ouvrier belge qui est devenu le Parti socialiste, la politique était réservée aux riches, aux gosses de riches, qui se passaient les postes. On le voit encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et donc, c'est la même chose au niveau culturel. Ça prend du temps. Certains entrent en politique en se disant, en fait, je vais changer beaucoup de choses. Moi, je suis rentré en politique avec de l'expérience parce que, à la tête de Mémoire coloniale, j'avais fait beaucoup de lobbying politique. Ce qui m'avait permis de voir un peu, de sentir un peu le système. Ouais. Et donc, en entrant en politique, je ne me suis pas dit, je vais faire la révolution. Je me suis dit, je vais changer ce que je peux changer. Je vais laisser des traces, je vais laisser des outils pour les jeunes qui vont arriver, qui vont nous succéder. Tout à fait. Et donc, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je n'avais pas de très grandes attentes. Et donc, je suis rentré en étant pragmatique. Et en me disant, c'est un milieu violent, c'est un milieu où, à l'époque, culturellement, on n'avait pas beaucoup de personnes d'origine afrodescendante, noire, subsaharienne. On avait beaucoup de personnes d'origine maghrébine. Mais pas beaucoup de noirs. Voilà. Ça, c'est certain. C'est ça. On a beaucoup ceux qui étaient là, on pouvait les compter. Bien sûr. Donc, moi, je ne parle pas du moment... En 2019, il y en avait déjà plusieurs, quand j'ai été élu. Mais même d'avant. Mais avant, juste avant. Quand moi, j'étais militant associatif, en fait, on pouvait les compter sur les mains sur les doigts d'une main, en fait, de deux mains. Clairement. Et donc, comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort par le travail. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les Noirs, mais sur les racisés, les minorités en général. Et donc, il faut beaucoup bosser pour montrer qu'on a le talent pour y être. Et il faut être patient. Ouais. Parce que je sais qu'aujourd'hui,
beaucoup de jeunes ne veulent plus. Ils ne, Ouais, c'est ça. voilà, ils ne veulent plus. Ils en ont marre d'être patients. Ils en ont marre et je les comprends. Ils veulent du changement direct. Ils en ont marre d'attendre. Ils sont lassés. Voilà, donc, Ou désillusionnés. mais la politique a ses codes. Ouais. La politique a son histoire et quand on ne la connaît pas, parfois on est désillusionné. Mhm. Et si j'ai choisi, alors beaucoup de gens me disent, mais écolo, c'est très blanc, mais non. Bon, déjà, aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. Mais en termes de prise de position progressiste, Ouais. c'est-à-dire que moi, j'ai observé, hein, j'aurais pu finir au Parti socialiste, chez les engagés, à l'époque CDH, etc. Mais j'ai bien observé, à l'époque, les rapports de pouvoir. Et je me suis dit, où est-ce que je vais pouvoir dire les choses comme je les pense sur cette thématique, par exemple, la décolonisation, sur l'Afrique. C'est ça. Et au-delà, j'avais commencé à être conscientisé sur la question écologique. C'est ça. C'était une de mes questions. Mmh. Comment ça a germé chez toi? Ça a germé de deux manières. La première manière, c'était des influences d'amis Mhm. avec qui j'ai travaillé. Mon premier meilleur ami en Belgique, c'est un blanc, il s'appelle François Ancourt. Mais c'est intéressant parce que c'est justement, ce qui m'a étonné, c'est justement lorsque les Noirs de Saint-Louis me rejetaient comme blédards, pas tous, quelques-uns, enfin une majorité, que François, Qui lui était blanc, qui lui était blanc, lui allié avec toi. lui, il m'a Accueilli à bras ouverts. à bras ouverts. Ouais. Et en fait, c'est lui qui était déjà engagé Dans l'écologie. Et l'histoire a voulu le destin a voulu qu'on se retrouve comme collègues au MRAX. Ah. Et là, il a commencé à me parler d'écologie. Parce que dans mon discours panafricain, il y avait des éléments historiques liés à l'écologie. Bien sûr. La destruction de l'environnement par les colons. Bien sûr. L'exploitation de l'humain. J'allais y venir. Parce qu'en fait, moi, je suis bio-ingénieur de formation. Donc, quand j'ai décidé de faire bio-ingénieur, je me souviens encore que ma mère m'a dit pourquoi faire. Ouais. Elle m'a dit tu peux faire médecin, tu peux faire plein d'autres trucs, t'es doué en sciences, pourquoi ça? Et j'avais pas vraiment de réponse précise, mais ça m'attirait, tu vois. Et en fait, il se trouve qu'en cherchant, en faisant mes recherches, surtout en préparant cette interview, j'ai vu que tu avais interviewé quelqu'un du CNCD 1111. Et moi, je suis dans la co-association avec le CNCD. Ah, intéressant. Donc, ça. Je suis tombée sur votre interview sur Feronia et le scandale des bulles de palmier en RDC. Exactement. Et donc, j'étais super contente parce que je me suis dit, déjà, je suis trop contente que quelqu'un en parle, d'une part. Oui. Et en plus, je me suis dit, en fait, quand je verrai Calvin, je vais lui demander, c'est quoi qui a... En fait, dans ton travail, dans tes luttes, dans ton engagement, en fait, l'écologie s'inscrit parfaitement. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, en fait, dans la militance que moi j'ai connue, j'ai beaucoup lu. Ouais. Et j'ai regardé beaucoup d'archives et je me suis dit, en fait, cet aspect était négligé. On n'en parlait pas beaucoup. On parlait des massacres, mais pas de tout ce qui a été fait. De l'environnement dans lequel vivaient les gens, en fait. Ouais. Et puis, progressivement, je suis tombé sur cette histoire de l'exploitation du palmier à huile, qui, pour moi, est un scandale absolu. Oui, tout à fait. Parce que l'accaparement des terres, qui est une thématique écologique très, très importante, on s'est accaparé de terres qui n'appartenaient pas. Donc, l'État belge s'est accaparé de terres par la violence, tout à fait. qui ne lui appartenait pas. Et l'a donné à un capitaliste. Anglais, non? Anglais, Lord Lever, qui a fini par créer Unilever avec des Hollandais. Lié, hein. Tout est lié. Et malheureusement, et donc cette histoire qui a été documentée vraiment de très belle manière par un ancien gouverneur qui lui-même s'est retourné contre un ancien gouverneur colonial qui lui-même s'est retourné contre le colonialisme, Jules Marshall. J'ai découvert cette histoire, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire qui date du début du XXe siècle a encore des conséquences sur des populations aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, alors c'est plus compliqué parce que Unilever a revendu les terres à Feronia, l'entreprise germano-canadienne. Et donc, certaines concessions ont été données à d'autres sous-traitants, etc. C'est beaucoup plus complexe. C'est devenu complexe, oui. Mais malheureusement,
les propriétaires, les descendants des propriétaires de ces terres n'ont jamais récupéré cette terre. Il n'y a eu aucun dédommagement. Et aucun dédommagement. Et donc, je dis, c'est l'histoire du capitalisme. Le colonialisme est la fille du capitalisme. Et donc... C'est une bonne manière de le défendre. Mais comment est-ce qu'on peut être écologiste sans connaître les ressorts historiques du capitalisme, notamment l'aspect colonial du capitalisme? Oui, en fait, tout est lié. On ne peut pas vouloir changer de modèle de consommation, de modèle de production. On ne peut pas vouloir lutter pour le climat. Donc, si on veut lutter pour l'environnement, pour le climat, pour la biodiversité, il faut changer notre manière de consommer. Il faut transformer notre économie. Mais on ne peut pas y arriver si on ne connaît pas les ressorts historiques du problème. Oui, tout à fait. Et là, les ressorts historiques n'ont pas lieu uniquement en Europe, et même pas en Europe. En fait, très peu a lieu en Europe. La plupart du temps. Beaucoup. C'est en Afrique, en Amérique latine. Voilà. Enfin, c'est dans les autres continents. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que moi, j'en suis arrivé à cette question, et aujourd'hui, à travailler beaucoup sur la question de l'écologie décoloniale. Qui est une question absolument passionnante. Parce que j'ai déjà entendu dans des églises, dans des associations, oui, l'écolo, c'est pas fait pour nous. L'écologie, c'est pas pour nous. Nous, les Africains, nous sommes socialistes. Nous, les Africains, nous aimons Dieu, donc c'est le parti chrétien, etc., etc. Mais je me dis, en fait, ces gens ne connaissent pas l'Afrique. Mais là, c'est plus une question, en fait, de parti, quoi. C'est une question de cause et de problématique, quoi. Non, c'est en fait parce que la Belgique est un pays particratique. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens qu'un aîné m'a dit, Calvin, tu dois savoir que dans une association de 3 personnes, il y a un parti politique. En Belgique, ça, toujours. Sûr, toujours. Et donc, les gens font référence au parti, parce que en dehors des mutuelles, des syndicats, il n'y a pas comme en France des associations puissantes qui sont des contre-pouvoirs par rapport à l'État et aux partis politiques. C'est aussi pour ça qu'on fait référence très vite aux partis politiques. Oui, c'est les piliers libéraux. C'est les piliers libéral, catholique, chrétien, etc. Et en fait, en réalité, lorsqu'on a vécu dans un village en Afrique, lorsqu'on a vécu dans une petite ville en Afrique, on sait pourquoi l'écologie est importante. L'écologie a toujours existé en Afrique, seulement elle n'a pas été théorisée comme elle est théorisée ici. Mais parce que les besoins sont différents, voilà. Les enjeux sont différents. L'écologie, les Africains la vivent au jour le jour, la vivaient au jour le jour dans leurs occupations quotidiennes. Moi, quand j'étais petit, il y avait des règles. C'est-à-dire que on ne pouvait pas couper des arbres n'importe où. Ouais, c'est ça. Quand on allait à la chasse, c'est fou, hein? Ouais. Mais il y avait des règles à respecter, ouais. Il y avait, quand l'animal était à une certaine taille, on n'y touchait pas. Oui, en fait, il y avait un respect de la nature. Il y avait un respect de la nature, c'est ça. Qui est genre, comme tu dis, théorisé d'une manière différente. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est comme ça que moi, j'en suis arrivé et à trouver du sens dans mon engagement. Tout à fait. Pour l'écologie politique. Mais en vrai, c'est vraiment intéressant de voir comment tu as évolué avec tes différentes casquettes, avec ton engagement et voilà la personne que tu es aujourd'hui, même si on a un peu juste touché ça du doigt. Et tu parlais de la jeunesse, parce que moi, je pense que la jeunesse est cruciale. Comment est-ce que toi, tu pourrais... Parce que tu as dit, hein, il faut avoir, si tu te lances en politique, il faut avoir les yeux en face des trous, il faut voir où sont les limites. Il faut pas être trop gourmand, on va dire, ou gourmande. Mais quel serait quand même, parce que je pense que tu es passionné. Oui, très passionné. Quels seraient tes mots à l'égard d'un jeune ou d'une jeune qui se dit, donc je vais dire afrodescendant, puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure, qui voudrait se lancer, mais qui se dit non, laisse tomber, trop de racisme, trop de trucs, moi, c'est pas pour moi. 1, apprendre à connaître l'environnement, s'approprier l'environnement politique. 2, dans cet apprentissage, il faut se rapprocher de ceux qui ont eu une expérience et donc avoir des conseils, mais aussi avoir un retour d'expérience. Et 3, se faire des alliés. Mais les 2 derniers points vont ensemble. Le deuxième point, un retour d'expérience de gens qui vont être francs avec toi. Et 3e, les alliés, c'est des gens qui vont te dire la vérité. Et si tu entres en politique et que ça marche, il faut que tu aies autour de toi un cercle qui te permette de redescendre sur terre.
il faut accepter la critique. Parce que ce n'est pas parce que j'ai été président du Parlement francophone bruxellois que je vais me prendre pour n'importe qui, ou alors que je vais me prendre pour, je sais pas moi, la dernière merveille de la Terre, et que quand on va me parler, je m'en fous. Ouais, tu prends quand même le feedback, quoi. Les aînés qui m'ont formé, même aujourd'hui, si je fais des choses qui ne leur plaisent pas, Ils te le diront. ils me voient à la télé, je dis des conneries, ils m'appellent, ils me disent Ils ça vont va te le pas. dire. Mmh. Et toi, ça, j'ai voulu garder ça. Ouais. Mais ça, c'est aussi, moi, je trouve, culturellement, à mon avis, c'est plus du fait que tu es né en Afrique. Oui, probablement. Parce qu'ici, laisse-moi te le dire, d'expérience, c'est pas la même chose. En tout cas, ça a été, pour moi, un des plus grands conflits. Et maintenant, aujourd'hui que je suis moi devenue maman, je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai envie que mes enfants gardent. Parce que c'est quelque chose que notre mère nous a beaucoup reproché à nous, en disant, vous croyez que vous savez tout, mais en fait, vous savez rien. Et en fait, c'est quelque chose qui est difficile à entendre quand t'es ici, quand on te dit qu'en fait, toi, tu sais tout. Oui. Et peut-être même mieux que tes parents, tu vois, qui viennent de là-bas, là. C'est ça. Tu vois? Et donc, de t'entendre dire, quand les aînés me remettent à ma place, je trouve que c'est très africain, en fait. C'est très, je veux dire, africain, ça veut rien dire, mais togolais, camerounais, ce que tu veux, mais c'est pas belge. Mais en fait, d'abord, quand on est... Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas un profil classique. Je suis pas né ici. Non. Je suis pas grandi ici. J'arrive, je prends la tête d'une association qui a du succès, Mémoire coloniale, dans ce qu'elle fait en tout cas, qui est médiatisée. Ouais, tout à fait. Ensuite, j'entre en politique. 2018, je suis élu conseiller communal. 2019, député. 2023, je suis président du Parlement. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça suscite de la jalousie. Ça suscite des interrogations. Ça suscite aussi parfois un sentiment d'injustice chez certaines personnes qui vont dire, mais ce gars, il n'est pas né ici, il n'est pas, c'est pas sa place, etc., etc. Ouais. Voilà. Ça, c'est d'un. Et puis de l'autre côté, tu as aussi des gens qui ont toujours grandi en politique et qui se disent, c'est pas sa place, qu'est-ce qu'il cherche ici, qu'est-ce qu'il fout ici. Donc, des deux côtés, et si je n'avais pas ce recul et cette formation mentale aussi, parce que la formation que ces aînés donnent, ce n'est pas seulement une formation sur le plan intellectuel. Ouais, c'est pas juste technique, quoi. C'est pas technique, c'est pas seulement de la militance. Avec l'expérience, tu te forges un mental tout à fait. qui te permet de résister. Ouais, et de passer à travers. Hein, et de passer à travers. T'es un personnage public, c'est pas facile. Hein. Exactement. Pas facile. Et donc moi, je suis passé par ces étapes. Je suis très heureux parce que moi, ça m'a enrichi. Vraiment. Ma mère, au début, elle avait peur parce que mon père n'est jamais rentré chez lui. C'est ça. Voilà, il est mort très jeune, à 42 ans, mon père. Et donc, ma maman avait peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La politique, et je lui ai dit, bon, maman, c'est pas le même contexte. Ouais. Mais on peut comprendre ses inquiétudes. Oui. Mais, au bout de quelques années, quand elle sortait dans la rue, parce que ma mère, bon, moi, j'ai le corps de mon père et le visage un peu de ma mère. Ma mère, quand tu la vois, tu me reconnais un peu. Ah ouais. Et donc, quand elle sort, même ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire m'ont vu à la télé, quand ils voient ma mère, ah, c'est votre frère ou c'est votre fils? Et donc, ouais. Et ils lui disent leur fierté, quoi. Ouais. Et elle est fière. Et elle est fière. Oui, maintenant elle est fière. Évidemment. Parce que si je faisais des choses négatives, voilà, elle n'allait pas être fière. Mais quand les gens la voient, ils lui disent, ah, vraiment, on est fiers de ce que Calvin fait. Vraiment, il fait de bonnes choses. Ah, ça doit être quelque chose, hein. Vraiment, ça la touche. Ouais, ça doit être un sacré sentiment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément, qui me touche énormément. Parce que moi, je suis fils unique chez ma mère. C'est-à-dire, pour moi, son avis compte triple, quadruple, quintuple. J'imagine. Voilà. Mais en tout cas, tout ce parcours, on a beaucoup parlé des aînés. Et en vrai, j'aime bien qu'on les appelle les aînés. J'espère qu'ils entendront cet épisode parce que tu les as beaucoup mentionnés et on sent qu'ils ont influencé ta trajectoire. Très fort. Les aînés, femmes comme hommes. Hein. Oui, aînés, voilà.
Et je voulais te demander de manière plus générale, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de références, qui a beaucoup de culture, quelles ont été vraiment les figures qui t'ont inspiré? Oula. Alors, je vais commencer par les écrivains. Prenez note. Trois écrivains. Quand j'étais petit, non, là, je suis devenu adolescent. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par Victor Hugo. Ok. Alors, ça, parce que je vivais dans une ancienne colonie française. Mhm. Et puis, progressivement, j'ai beaucoup lu. Euh, J'aime beaucoup la satire sociale. Ok. Et donc, j'ai mes écrivains favoris qui m'ont influencé. Euh, Plus tard, en découvrant qui était vraiment Victor Hugo, sur le plan humain, sur le plan de l'écriture, c'est un très très grand écrivain, mais sur le plan humain, dans la manière dont ses relations avec sa maîtresse à l'époque, la manière dont il traitait, bon, déjà sa conception de l'égalité des races entre guillemets Mhm. à l'époque m'a beaucoup questionné. Ouais, c'est ça. Tu pouvais pas être totalement aligné avec sa vision. Voilà. Et donc j'ai découvert Émile Zola Mhm. dans l'adolescence. J'ai lu je ne sais plus combien de fois Germinal. C'est un livre qui me touche plus profondément. La question sociale. Ouais, la question sociale. Hein. C'est l'un de mes livres préférés. Après, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Oui. Donc, je suis sois là-dessus. Oh, c'est oui. un chef-d'œuvre. Et puis, j'ai découvert celui qui se rapprochait le plus d'Émile Zola, côté africain. C'est un Camerounais, Mongo Betty, exceptionnel dans la satire sociale. Exceptionnel. Et puis, j'ai découvert une femme, camerounaise, d'origine camerounaise elle aussi, Léonora Miano, qui est beaucoup plus contemporaine. Ah, je crois que j'ai lu. Est-ce qu'elle a écrit Rouge Ouais. Ce livre Rouge Impératrice. Rouge Impératrice. Oh, oui. Ouais. Ok. Très bonne ref. Ouais. Franchement, c'est vraiment de très bonnes références. En plus, une femme très puissante, c'est-à-dire elle dégage quelque chose, quoi. Elle est sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Hein. Elle s'est installée au Togo, d'ailleurs. Coïncidence. Voilà, coïncidence. Il y a beaucoup de ces livres qui m'ont marqué. Il y a un livre dont le titre, je suis fatigué, mais le titre m'échappe maintenant, qui va me revenir. En fait, c'est un bouquin qui décrit, à travers un roman, la diaspora. Ah ouais. Je suis hyper intéressée. Si tu me le donnes pas maintenant, il faudra me l'envoyer plus tard. Non, je vais te l'envoyer. je vais envoyer la ref. C'est ça. J'ai lu ce bouquin, je me suis dit, waouh. Et puis en plus, dans ce bouquin, elle utilise beaucoup les références de jazz, y compris dans l'intrigue. Ah, pas mal. Donc, tu as des personnages qui rentrent chez elle et qui commencent à écouter de la musique et elle donne des références de jazz, en fait. Ah ouais, ça c'est cool. Et donc, ça m'avait marqué. Sur le plan politique, j'ai parlé d'une femme, André Blois, c'est quelque chose que, c'est quelqu'un que j'ai décidé de connaître un peu plus, d'aller creuser. Parce qu'elle me fascine, cette femme. Elle me fascine vraiment. Patrice Lumumba, c'est mon modèle politique. Moi, je l'ai découvert, alors, en Afrique de l'Ouest, Patrice Lumumba, c'est un mythe, hein, absolu. Il est sur les billets de banque, sur les bâtiments, etc. etc. A raison. Oui. A raison. Et donc, moi, je l'ai connu à l'école. On nous l'enseignait à l'école, pas dans les détails. Et puis, je l'ai connu avec le film de Raoul Peck. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, les DVD piratés, on se passait de sous le manteau. On se rappelle bien. Voilà. Et donc, c'était une autre époque. C'est ça, c'était une autre époque. Alors, ouais, c'est déjà bien. C'est des personnages, qui m'ont marqué. Et je voulais aussi te poser une autre question. On aime bien faire ça ici chez Parlons Pot, Parlons Bien, c'est de demander à l'invité qui est-ce que tu penses qu'on devrait inviter. Quelque chose de possible. Hein. Oui.
Qui est-ce que vous pourriez inviter? On peut revenir sur cette question Oui, plus oui, tard on si peut, tu on peut le revenir, on peut revenir mais plus tard. je pense à qui pourrait être Ouais, très mais intéressant. ou sinon c'est pas, il y a pas de souci. Oui. Je voulais te demander en termes de perspective, comme ça on fait un petit, une petite clôture là-dessus. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes? Ah! Qu'est-ce qui est prévu? Si tu peux nous dévoiler ça. Alors, les prochaines étapes, c'est de m'investir dans mon rôle de député Ouais. en charge du logement parce que c'est une thématique qui touche beaucoup de gens. Tout à fait. Je m'occupe aussi un peu d'environnement. C'est de m'occuper du cercle Félix et Marc Moumier, où je forme, en fait, je ne suis pas seul à former, nous sommes plusieurs à former des jeunes au leadership. Super. Donc, à connaître leur environnement social, politique, économique, etc. Vraiment, je veux me consacrer un peu plus de temps à ça. Ouais. Et puis, j'avoue que je ne suis pas entré en politique avec l'objectif d'y faire de vieux os. OK. Parce que lorsque tu vois ma vie, je ne m'ennuie pas. Je change régulièrement. Ouais. Voilà. Tu as besoin de changement, en fait. La politique, c'est peut-être le 5e boulot que je fais. C'est vrai. Et donc, je me dis que dans quelques années, je sais pas combien, mais je veux pas être vieux, je veux pas être vieux et gris avant de quitter la politique. Et est-ce que Donc, tu vois les prochaines années, en tout cas, bon, probablement en et Belgique. reprendre l'écriture. Reprendre l'écriture? Parce que j'ai publié quelques bouquins, Ouais. ouais, et avec la politique, j'ai plus le temps d'écrire. Pour l'instant, tu es en Belgique, mais tu crois que tu vas rester en Belgique? Est-ce que tu peux répondre à cette question? En fait, beaucoup de gens me disent, écoute, toi, tu as un profil, tu ne peux pas finir en Belgique. C'est vrai que dans un coin de ma tête, il y a une petite lumière qui brille. D'autant plus que je n'ai jamais, c'est-à-dire j'ai toujours gardé un lien avec ce qui se passe sur le continent. Mmh. Parce qu'avec Mémoire coloniale, j'ai établi des liens avec des mouvements. Ouais. Que ce soit en diaspora avec la Ligue panafricaine Umoja, ou que ce soit au Burkina, on avait des liens aussi avec le Ballet citoyen à l'époque, au Burkina Faso. Ouais. Aujourd'hui, j'ai des liens avec Citoyens pour la mémoire du Cameroun, au Cameroun. Bref, Oui, les ponts, ils sont là. les ponts sont là. Ouais. Moi, je suis croyant et je dis que Dieu fait le destin. Et contrairement à ce que certains pensent, quand ils voient, comme je l'ai décrit ici, je n'ai jamais écrit les choses par avance. Jamais. Elles arrivent, ce sont des opportunités. Quand elles me passionnent, je les saisis. Quand elles ne me passionnent pas, je les laisse passer. Mais moi, je sais et je le sens que il y aura des opportunités, il y aura des rencontres qui feront que je veux être actif sur le continent Mmh. tant que j'ai la force de l'âge. Et mon rêve, c'est de finir à 60 ans en parcourant les pays, en faisant des conférences et en rencontrant des jeunes. C'est un très, très beau rêve. Ouais. Mais tu sais que tu es déjà actif sur le continent, hein, si jamais. Oui, oui, bien sûr. Bien Mais sûr. j'ai compris. Je rêve de créer un consortium médiatique C'est très précis. qui en fait, tenu par des jeunes Ouais. dans des villages avec un journal qui s'appellerait l'Écho des villages et des jeunes qui où j'aurai un domaine où ces jeunes seront formés, iront à l'université, mais s'occuperont de ces médias et feront de l'agriculture pour payer leurs études. Mais et tu dis que tu n'as rien écrit. On en reparle dans quelques années, ça va? Bah, en tout cas, je te souhaite que ce rêve puisse se réaliser parce que c'est vraiment un projet, incroyable et je tenais juste à te poser une toute dernière question. Mmh. C'est, est-ce que tu as un message, un mot, quelque chose que tu voudrais dire? Moi, ce que je veux dire, c'est que il faut pas avoir de complexe. Il faut lutter contre ces complexes. C'est la meilleure manière de pouvoir déjouer tous les pronostics Mmh. et c'est la meilleure manière d'être épanoui, en fait. Et par déjouer les pronostics, tu veux dire arriver là où on nous attend pas forcément, par exemple? Oui,
Parce que moi, personne ne m'attendait. Alors, il y a une chose c'est une anecdote, c'est que beaucoup de gens dans les communautés africaines, mais aussi, par exemple, dans des partis comme le PTB, me prenaient pour un enfant de diplomate ou de ministre. Parce qu'ils se disaient, il s'habille bien, il parle bien français, il s'exprime bien, il a des gros mots, il a des mots compliqués, etc. Mais en réalité, ils comprennent pas que quand tu es pauvre, ma mère m'a toujours dit, quand tu es pauvre, tu dois bien t'habiller. Mhm. Parce que l'apparence, ça compte. Parce que, en fait, quand tu es pauvre et que tu t'habilles n'importe comment, tu n'auras jamais les mêmes chances que les autres. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, l'apparence est très importante. C'est la manière dont on va te considérer. Et donc, je ne m'habille pas tous les jours en costard, mais je m'habille bien par respect pour ceux qui me côtoient aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose pour moi, de très, très important. Alors, en parlant, je réfléchis en même temps aux gens que tu pourrais, Que je pourrais inviter. Mais il y a bien quelqu'un dans ton entourage, une personne ou une femme, un homme que tu considères comme un... Moi, il y a des moments auxquels je pense, Ah ouais, mais moi, je comprends. qu'on n'invite pas assez souvent, mais qui ont une mémoire phénoménale, qui ont une mémoire diasporique, parce que ça, on ne fait pas assez. C'est-à-dire qu'un jour, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on écrive un livre sur l'histoire des diasporas africaines en Belgique. Et pas seulement de l'histoire des migrations, non, de l'histoire des luttes, de l'histoire de la vie, avec des témoignages, et ça, on ne fait pas assez. Le jour où ce projet commence, appelez-moi. Moi, je peux venir être votre plume, en tout cas. Moi, je pense à maman Louise Ngandou, par exemple, à maman Laetitia Kalembiriro. Ce sont des femmes qui ont une certaine expérience de vie et qui pourraient être d'excellentes invitées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Calvin. Merci, Anita. Merci pour toutes les infos. Ça m'a fait plaisir. Et pour ton parcours super inspirant. Donc, voilà. Merci de votre écoute et on vous mettra les liens des Instagram, des livres et de toutes les références qui ont été mentionnées. À bientôt.